Mais... Attends, mais il y a un chien qui parle. Il y a un chien qui parle au Japon. Mais n'importe quoi, tu regardes encore des bêtises. C'est un site parodique. Un site... Ah ouais, bah alors comment c'est pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, là, les trucs On demande à nos invités. Bon, ok, on en parle avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire Caroline. Fake news, rumeurs, fausses informations, informations vérifiées, comment faire la part des choses? On pose la question à nos invités dans quelques instants. Et puis nous retrouverons Matteo Di Meglio qui sera en direct de l'Albo au Roi Bastia pour le Bastia Ville Digitale. Et puis Laurent Bassoul est avec nous, notre experte éducation. Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Apprendre à apprendre. Ah, c'est malin ça. Ouais. Bon, et vous pouvez réagir avec l'hashtag Viano, nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons bien sûr en direct, mais comme chaque jour, c'est l'heure de la revue de presse. Quelle entrée! Ah non, mais ça, vous avez vu? Ça, c'est une arrivée c'est ça. digne d'une reine. Écoutez, voilà. On a un petit peu changé, vous voyez. Maintenant, c'est un jingle, je m'autorise des petites folies. Mais vous êtes bien, vous êtes bien. Alors, l'information du jour, c'est comme on s'y attendait, le remaniement, enfin. Eh oui, très clairement. Alors, on commence avec Le Monde qui se garde de toute critique et qui fait plutôt un inventaire assez froid. Les nouveaux équilibres du gouvernement. Alors voilà, il annonce en fait une composition tout en dosage politique. Et égrène les noms des nouvelles figures et aussi des anciennes qui sont dotées de nouvelles charges. De son côté, Le Figaro revient plus sur l'allocution hier d'Emmanuel Macron à la télé et il titre « Face au doute, Macron affiche sa confiance ». Alors le chef de l'État a indiqué qu'il n'y aurait ni tournant ni changement de cap politique. Bon, en même temps, avec un remaniement aussi peu audacieux, on se serait demandé comment on pouvait faire un vrai changement de cap. Le quotidien s'attarde aussi sur la nomination de Christophe Castaner en précisant que l'on a clairement privilégié la confiance plutôt que l'expérience, la fidélité plutôt que la légitimité. De son côté, l'Humanité enfonce un peu le clou aussi du doute avec son titre « Le remaniement, regardez, le souffle court ». Et après 2 semaines donc, de tergiversation, un nouveau gouvernement sans relief a été annoncé. Tout ça pour ça, nous dit le quotidien, donc vraiment sans concession aucune. Puis il file la métaphore du souffle court en titrant à l'intérieur, en page intérieure, « Un gouvernement essoufflé avant même d'avoir couru, le second souffle espéré est déjà épuisé ». Quant à Castaner, le quotidien émet quelques doutes en précisant quand même que le novice sera épaulé d'un vrai connaisseur des arcanes de la police. C'est Laurent Nunez, tout le monde a entendu aussi cette information, qui est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et il était à la tête de la DGSI depuis 2017. Bon, mais le mercredi, c'est le jour du canard. Et le canard, quand même, nous fait toujours des petits cadeaux, on est toujours ravis. Donc, aujourd'hui, son jeu de mots, canard enchaîné, c'est donc, 2 semaines pour accoucher d'un replâtrage, un remaniement Jupiterne. Voilà, c'est terne, effectivement. L'hebdomadaire décrypte à sa manière les 15 jours de cafouillage et les raisons de ce cafouillage. Bon, et ce remaniement, est-ce qu'il intéresse l'international ? Mais pas tellement, écoutez, franchement, c'est présent sur pratiquement aucune une. Il faut dire qu'il est un peu tristounet. Il y a El País quand même qui regarde et parle de Macron ici. C'est pas le plus grand titre, mais c'est quand même à la une, et qui nous explique en fait que Macron remanie son gouvernement pour freiner la chute de ses soutiens, de ses appuis. Enfin, vous traduisez comme vous voulez l'espagnol. Il est plus proche de l'analyse du monde. Oui, non, mais je sais que vous êtes extraordinaire. Voilà, c'est en langue. Le mot apoyo, c'est appui, soutien, oui. C'est ce que vous voulez. Mais il est plus proche en fait de l'analyse du monde qui parle en fait de grandes cambios, donc de grands changements. Nous, on n'a pas vu des très très grands changements, mais surtout en tout cas, ça vise clairement à un rééquilibrage des forces entre les différentes familles politiques qui composent le gouvernement. Donc on prend un petit peu de PS, on prend un petit peu de MoDem, et puis on essaye de faire quelque chose d'équilibré comme les repas de Nathalie. Oui, il n'y aura pas d'algues cette fois. Il n'y aura pas l'algue. Pas d'algues. Pour l'instant, pas d'algues. Okay. Du PS, du MoDem. Bon, en Corse, on a des algues, en revanche. Oui, en Corse, on a des algues. Alors, évidemment, Corse Matin s'intéresse évidemment très légitimement aux deux personnages clés pour l'île. Castaner à l'intérieur, Gouraud au territoire. La Corse se en partage. Alors, évidemment, le quotidien nous explique que la Madame Corse du gouvernement prend du galon. Et il nous explique qu'avec Jacqueline Gouraud, Macron veut renouer le dialogue avec les collectivités locales. On l'avait vu hier, il y avait déjà un vrai malaise des maires partout en France et en Corse en particulier. Et là, en fait, cette charge de ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, elle va effectivement renouer ce dialogue. On sait aussi qu'elle a déclaré qu'elle accompagnerait les élus insulaires et elle a aussi déclaré qu'il n'y avait jamais eu de cassure totale. Oui. On finit avec un sourire ?
Oui, avec France Info, vous avez entendu parler de l'artiste Banksy, évidemment, le mystère Banksy, on ne sait jamais qui se cache derrière lui, et de cette œuvre, enfin toile, œuvre, en vérité c'est du papier, détruite chez Sotheby's en plein milieu de la vente aux enchères. Alors on se demande quand même si le vendeur ou Sotheby's justement était dans le coup, parce que quand même ce cadre il était hors gabarit et il est passé dans une maison de vente aux enchères, vous savez que tout est inspecté et clairement inspecté. Mais c'est le vendeur peut-être, le vendeur, alors évidemment Banksy a dit que la maison de vente aux enchères n'y était pour rien, mais le mystérieux vendeur pourrait être Damien Hirst, qui est quand même une espèce de trublion aussi de l'art contemporain. Ah oui. Il aurait pu s'assurer en fait que le mécanisme fonctionnait, puisque l'œuvre datait de 2006, donc même un problème simple de pile, ça aurait pu ne pas fonctionner, et finalement donc déclencher le mécanisme. Alors maintenant, Girl with Balloon, c'est devenu en fait donc une fille avec un ballon, c'est devenu Love in the Bin, c'est-à-dire l'amour dans la poubelle. Et cette œuvre a pris une sacrée valeur parce que maintenant tout le monde se précipite pour la voir, donc on comprend que l'acheteuse ait maintenu son offre, bien que l'œuvre soit à moitié détruite, puisque finalement maintenant c'est une part d'histoire de l'art. Merci beaucoup, Marie-Jo. On se retrouve donc demain en plateau et ce soir avec Célia pour le rendez-vous avec... Marco Lamanche, qui est le fondateur, le créateur de la super émission Striptease. Ah. Génial. Donc ce soir 20h10 sur Via Style. Merci beaucoup. Merci Marie-Jo. Laurane, pas du tout Marie-Jo. Marie-Jo, vous êtes partout. Laurane, à nous, vous nous apprenez à apprendre aujourd'hui. C'est que c'est cette mise en abîme. Ouais, mais c'est quoi cet embrouille? Arrête un peu. Alors, expliquez-nous là. Apprendre à apprendre. Donc, je ne vais pas apprendre à apprendre, mais du moins parler des difficultés que l'on peut avoir et peut-être des petites solutions que l'on peut trouver à apprendre. Donc, apprendre par une exemple. leçon, une poésie, un théorème, enfin bon, vaste affaire. Donc, ils n'apprennent pas. Voilà, c'est la phrase que j'ai dû entendre le plus souvent dans ma carrière et que j'ai prononcée moi-même des dizaines, voire des centaines de fois. Donc ça, c'est un terrible constat qu'on fait, mais il va falloir essayer de chercher les causes. Ah oui. Donc, j'ai un jour suivi une formation qui s'appelait « Apprendre à apprendre ». Je leur ai piqué le titre. C'est bien, c'est bien, parce que vous créditez l'auteur. Ah bah voilà, oui, c'est bien. Il va être content. Donc, qui était mené par un pédopsychiatre qui parlait des jeunes qui appartenaient à une génération, à plutôt une société de l'instantané. D'accord? Et donc, il appelait d'ailleurs cette génération la génération du tout de suite, disant que les jeunes aujourd'hui ne savent plus attendre, douter ou encore être frustrés. Enfin, je fais une généralité, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Or, pour pouvoir apprendre, il faut rechercher des informations, il faut douter, il faut savoir être frustré parce que apprendre va prendre du temps, plus de temps qu'un simple clic. Et effectivement, c'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup d'efforts. Mais ça peut se comprendre que tout ça disparaisse un petit peu. Parce que, regardez, même nous, aujourd'hui, lorsqu'on va chercher le nom d'un acteur, oui, dont on ne se souvient plus, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur le téléphone. On regarde sur le téléphone, 2-3 mots-clés, on a notre réponse instantanément, notre cerveau est remplacé par un moteur de recherche, on ne fait plus le travail de se souvenir, de rechercher, etc. Donc tout ça disparaît forcément un petit peu. Alors du coup, vous nous conseillez d'apprendre par cœur, c'est ça? Non, là je parle des choses à apprendre par cœur. Mais en fait, on va distinguer dans le système scolaire, on va distinguer dans la vie même 2 types d'apprentissage et de connaissances selon l'Institut français de l'éducation. Donc d'abord les connaissances primaires qui sont celles qui s'acquièrent de manière totalement naturelle et inconsciente par l'enfant, c'est-à-dire dans son milieu de vie, son environnement vivant et physique. Et après, il y a les connaissances secondaires qui sont là, qui celles-là vont être transmises par l'enseignant pour préparer l'enfant à sa vie future, à sa vie dans le monde du travail, à sa vie sociale, etc. Et c'est là que les connaissances vont s'acquérir avec lenteur, elles vont s'inscrire dans la durée, elles vont demander effort et vraiment intensivité. D'accord? Donc, les connaissances primaires, elles, s'acquièrent naturellement, ne demandent pas de motivation. À l'inverse, les connaissances secondaires demandent obligatoirement une certaine motivation. Pour que le cerveau, cognitivement, accepte d'apprendre, il faut qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'il va apprendre. Et c'est ça qui est difficile, parce que l'utilité immédiate des apprentissages à l'école ne se voit pas forcément par les élèves.
Alors, quelles sont vos solutions? Alors, bon, des solutions, il n'y a pas de remède miracle, hein. Évidemment. Sortez, alors. Bah oui, attendez. Donc, il n'y a pas de remède miracle. Mais déjà, lorsqu'on va mettre l'enfant en situation d'apprentissage, face à des tâches à réaliser, que les tâches ne soient pas trop longues pour que ça ne vienne pas perturber leur attention. D'accord? Donc, une dizaine de minutes selon l'IFE à nouveau. Ensuite, il faut toujours les motiver et expliquer pourquoi est-ce qu'on va leur faire telle ou telle tâche, d'accord, le but final. Et ensuite, il faut bien faire prendre conscience aux enfants que apprendre prend du temps et qu'on va prendre des jours et des jours pour retenir une leçon. C'est normal. On est fait comme ça. On est fait comme ça. Il ne faut pas baisser les bras et dire je n'y arrive pas parce que tout le monde est capable d'apprendre. C'est dit. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Oui. Après les vacances. Après les vacances. Hein. Allez, bonnes vacances, Laura. Bonnes vacances. Bonnes vacances, Laurent. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Viano. Alors, une information doit avoir un intérêt pour le public, elle doit être factuelle, vérifiée et vérifiable. Alors comme ça, c'est facile, hein, mais face au flot constant d'alertes, de notifications mensongères, racoleuses, etc., il est difficile pour les plus jeunes de faire la part des choses entre le vrai du faux. Alors pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons Marie Pierronne, coordonnatrice académique Clémy. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, une lycéenne de première L au lycée Laetitia Ajaccio, Bruna Ribeiro, bonjour, bienvenue. Et Éric Huilleray, responsable du service web de Corse Matin, bonjour. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Marie Pierronne, on va commencer avec vous. Pouvez-vous rappeler ce que c'est que le Clémy déjà et ses missions? Alors le Clémy, c'est le centre de liaison entre l'école et les médias d'information. Les missions sont vastes. On parle globalement d'éducation aux médias et à l'information. EMI, on retrouve le sigle maintenant assez souvent. Et notre mission, c'est à la fois d'accompagner les projets des enseignants, puisqu'en réalité, il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent déjà avec la presse à l'école, quel que soit le niveau. Ça peut être premier degré, ça peut être le collège, ça peut être le lycée. Donc accompagner les projets, ça peut être aussi les aider à créer un média scolaire et puis proposer des formations ou des accompagnements aussi pour être sur des dynamiques un peu plus précises qui lient des enseignants dans un même établissement. Est-ce que l'idée, c'est aussi de redonner confiance dans les médias? Parce qu'il y a des études régulièrement qui sont publiées et qui montrent cette défiance, ce baromètre de confiance qui s'effondre. Alors, on a la radio qui se maintient, le web qui s'effondre complètement et la télévision, on est un peu entre les deux en fait. Oui. Voilà. Alors ça, ce sont de grands chiffres nationaux. C'est vrai qu'encore, c'est peut-être un peu différent parce qu'on a quand même une proximité avec les médias. Les élèves de maternelle qui ne sont pas forcément lecteurs reconnaissent par exemple le Corse Matin, le bandeau, donc il y a une familiarité. Après, la défiance à l'égard de ce qu'ils peuvent voir sur leur portable et sur Internet, j'ai envie de dire, tant mieux, un peu d'esprit critique, c'est vraiment notre travail de toute façon. Il y a le Corse machin aussi. Ils peuvent faire la... Très beau. Avec Bruna, est-ce que ça marche cette action du Clémy? Est-ce que comment tu t'informes toi au quotidien? Alors moi au quotidien, je m'informe plutôt grâce à l'internet, sur mon portable. Parfois aussi grâce à la télévision, moins avec les journaux. Mais oui, surtout grâce à des réseaux sociaux comme Twitter ou alors même des journaux en ligne, par exemple Le Monde, Le Figaro, des choses comme ça. C'est bien. Et alors du coup, on va revenir sur l'aspect réseaux sociaux qui impactent évidemment le monde de l'information et de la communication. Éric, est-ce que le fait que ce soit sur Internet modifie le traitement de l'information brute? Mais disons, quand une information sur Internet soit forcément plus courte, les gens lisent moins. À savoir que 70% des gens qui consomment de l'information sur le web sont sur leur smartphone. Donc vous n'allez pas lire un papier de 10 000 signes sur un smartphone. Donc forcément, elle est plus courte et il faut réagir, il faut être plus réactif aussi. Oui. C'est ça la difficulté. Mais ça ne modifie en rien les exigences de la profession? Non, après non.
L'information doit toujours être croisée, doit toujours être vérifiée. Nous, par exemple, comme on a une grosse communauté sur Facebook, on dira, il y a à peu près 150 000 abonnés, donc on a pas mal d'interactions avec les internautes qui, eux, nous donnent des informations. Par exemple, je ne sais pas s'il y a eu un feu de voiture à Bastia, mais on ne mettra pas l'information directement. On contacte ou les secours ou nos journalistes sur place pour vérifier toujours l'information. De la même manière, Brune a parlé des réseaux sociaux. Vous souffrez un peu de la mauvaise presse, entre guillemets, des réseaux sociaux pour la partie web du journal du quotidien? Nous, après, non, parce qu'il faut se dire, il faut considérer les réseaux sociaux comme un média à part entière. Oui. C'est plus simplement, c'est pas un réseau social pour discuter avec les copains, c'est pas... Nous, vraiment, comme Eti, elle consomme l'actualité sur son fil, sur le mur Facebook, sur Instagram moins, c'est plus esthétique, ou sur Twitter. Donc c'est vraiment un média. Donc, il ne faut pas le considérer comme l'image négative, non, je ne pense pas. Non. Oui. Ce qui est effectivement intéressant, c'est que quand ils sont sur Twitter, ils peuvent à la fois avoir accès à un média, mais ils deviennent eux-mêmes un média. Oui. C'est-à-dire s'ils republient, s'ils retweetent, ou si eux-mêmes rédigent quelque chose, ils deviennent un média. Et donc c'est là où on a envie de acteur de l'information. Voilà. Il faut manier ça avec beaucoup de responsabilité. Voilà. Bruna, quand tu trouves une information, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu approfondis cette information? Est-ce que tu la prends avec un peu plus de distance que si tu le trouves, par exemple, tu citais d'autres sites de médias traditionnels. Comment tu l'abordes, cette information prise sur les réseaux sociaux? Alors oui, l'information que je prends sur les réseaux sociaux, je vais tout le temps chercher d'autres sources, d'autres versions de cette information. Parce que grâce au projet qu'on a fait avec Madame Pierronne, on a pu voir que l'information, ça peut être très, très libre, en fait, surtout sur Twitter. On peut poster un peu ce qu'on veut. Hein. Et du coup, il faut toujours vérifier sur d'autres sites. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, Alors, Marie, quelles sont les actions menées, justement, dans le cadre du Clémy? Alors, il y a des actions qui sont très, très classiques. Hein. Vous connaissez peut-être la semaine de la presse et des médias à l'école. Oui. Qui fête ses 30 ans cette année. Voilà, c'est ça, qui fête ses 30 ans. Donc, c'est un temps fort qui se passe la dernière semaine de mars. Et donc, tous les ans, on a ce moment-là. Mais l'éducation aux médias, c'est un peu toute l'année. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas développer. Vous me réinviterez. Bien sûr, avec plaisir. Peut-être n'en parler quand même, comble du chic, l'interview d'Emmanuel Macron. Alors, en tout cas, les deux questions. Voilà. C'était le projet de l'an dernier, quand notre petit doigt nous a dit qu'il y aurait une visite présidentielle. On a décidé avec ses élèves, donc Bruna était en seconde littérature et société l'an passé. L'idée, c'était de les embarquer dans le rôle de journaliste et de voir comment l'information était traitée. Donc cette venue présidentielle le 6 février, comment cette information était traitée, en fonction du média. C'est-à-dire, est-ce que c'était papier, télé, journal, réseau, ou est-ce que c'était un média insulaire, national, européen, voire international, puisqu'on savait qu'on allait avoir un débarquement de journalistes. Ah oui. Alors, oui. Bruna, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode présidentiel? Beaucoup de choses. Bon, d'abord que le média est traité différemment selon les journaux et le territoire. Par exemple, au niveau insulaire, ils se sont plus préoccupés sur la raison de la venue de Macron, surtout ce qu'il allait faire par rapport à la Corse. Au niveau national, c'était surtout, on va dire, l'hommage qui avait été fait. Et puis, bien évidemment, tout dépend du territoire dans lequel se passe l'événement, on va dire. Eric, c'est une belle analyse quand même. Oui, très bien. Ah oui. Mais nous, si vous voulez tout savoir sur le web, ce qui a le mieux marché, c'est la vidéo, l'interaction entre la femme d'Yvan Colonne et... Oui. Ouais, oui, c'est ça qui a le mieux marché. L'insolite, quoi. Exactement. Eric, quand il y a par exemple alors la venue évidemment présidentielle, c'est quand même quelque chose, mais quand il y a des événements forts, là avec les inondations, les pluies torrentielles, et que tout le monde devient un peu acteur de l'information, on le dit souvent, ça maintenant avec un téléphone, tout le monde est plus ou moins journaliste. Alors déjà, c'est faux. Mais aussi, est-ce que vous subissez ou est-ce que vous prenez en compte cette concurrence presque, pas déloyale, mais en tout cas du grand public comme ça? Ou des non-professionnels en tout cas? Non, au contraire, nous franchement, on s'en sert beaucoup, ils nous envoient plein de vidéos. C'est ça qui est, voilà, c'est ça, génial. Vous pouvez vous en servir. Oui. Là, depuis hier, on reçoit des dizaines de vidéos de gens en plaine, en Haute-Corse, donc c'est génial quand même. Non, ça nous sert beaucoup, au contraire. Quoi. Comment on fait pour adapter
un média comme Corse Matin, donc c'est une grosse machine, quand même, le quotidien. Comment on le décline en version web? Parce qu'on ne peut pas tout transposer, les codes sont différents. Oui, comme je vous ai dit, donc on fait des formats plus courts, quand même des papiers plus courts que sur papier. Et ensuite, on alterne entre de l'information vraiment locale, nationale et des fois un peu plus insolite. Comme tout à l'heure, vous parliez d'un chat qui parle au Japon. Oui. Pourquoi pas en insolite, en culture loisir, vous pouvez le passer. Il faut alterner entre les deux. Là, pour satisfaire l'internaute, déjà on poste. Il y a un article toutes les 20-25 minutes sur le site. Donc toute la journée, vous alimentez. Et, après, en postant des choses comme des photos esthétiques, des recettes, des vidéos sympas sur Instagram, vous attirez un public plus jeune. Plus jeune. Pour changer un peu l'image papier, ancienne, voilà. Mais vous relayez quand même de vraies informations. Évidemment. Parce que le chien qui parle, vous alternez. Quoique bon, c'est jamais. Pas encore. Mais voilà, oui, le but c'est quand même que l'information soit oui, réelle. oui. Marie, est-ce que la nécessité d'éduquer les plus jeunes à l'information peut être datée? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait la bascule en fait? Ou une prise de conscience? Oui. Alors ça, il y a eu plusieurs jalons, on va dire, dans cette éducation aux médias. L'histoire a commencé, on va dire, dans les années 80-90, avec le foisonnement de l'information, la libération des ondes aussi, et donc peut-être une certaine modernité et la nécessité d'apprendre aux élèves et puis faire rentrer la presse dans l'école. Peut-être que l'école était un peu fermée à l'époque. Deuxième temps dramatique, ce sont les attentats de 2015, où là, il y a eu vraiment un choc dans la société de se rendre compte que la liberté d'expression était vraiment en péril et que les attentats avaient eu cette motivation. Donc à ce moment-là, on a été très très sollicités. Je me souviens d'enseignants qui nous appelaient en disant comment je vais faire pour entrer dans ma classe lundi. J'ai besoin de ressources pour pouvoir donner des éléments de compréhension à des enfants qui parfois avaient vu en boucle des images tournées et avaient l'impression que l'information était toujours en train de se produire. Oui. Donc c'est passé également lors des attentats du 11 septembre où les plus jeunes enfants pensaient que des dizaines et des dizaines d'avions avaient frappé les tours alors que c'est les images en fait qui tournaient en boucle. Rapidement, Marie, c'est vraiment l'idée du Clémy, c'est de former les citoyens avec un sens critique, de la curiosité, du recul sur ce qu'ils lisent et sur ce qu'ils voient sur les écrans. C'est ça. On a cette position de construction d'un esprit critique et puis après, ils seront des citoyens et on espère capables de recul. Et puis, ça peut aller jusqu'à aussi une certaine prévention de choses grave, on parle aussi de radicalisation. Donc c'est vrai que cette éducation aux médias, actuellement, on aimerait, il y a un rapport Struder qui vient d'être publié avec l'idée qu'il y ait 1 heure d'éducation aux médias dans l'emploi du temps des élèves au collège et au lycée. Que ce soit vraiment intégré tout au long de la scolarité. C'est le cas. Parfois. Merci beaucoup Marie. Alors l'émission est un petit peu bouleversée aujourd'hui. Je vous propose de retrouver Matteo Di Meliu maintenant en direct de Bastia Ville Digitale. Matteo, je crois que c'est un atelier spécial pour les scolaires, il me semble. Je ne sais plus. Dites-nous. On y arrive. Buongiorno a tutti, buongiorno. Florian, Caroline, sono contento di ritrovarvi oggi Nantaviano, siamo in diretta di Bastia e più precisamente al Centro Culturale di L'Alboro e siamo dunque qui per sta giornata di Bastia Ville Digitale, un avvenimento di più numerici, di più tecnologici e sono in compagnia dunque per accompagnarmi oggi di Lisandra Chirigoni che è assistente di produzioni e Paul Felix Colombani che si occupa di la telu di robot. Buongiorno a tutti due. Lisandra, c'est toujours intéressant d'organiser un événement de ce type. Quel est le but? Alors le but, il y a des conférences pour les professionnels, mais nous surtout ce qui nous intéresse c'est de faire des ateliers d'initiation pour les enfants, les collégiens, qui sont de zones dites prioritaires, donc qui n'ont pas accès à ce genre de médium, de médias. Donc voilà, la transmission. Plus de 500 participants en 2017, ce qui est déjà énorme, on peut toujours faire mieux.
Toujours, donc le soleil sort, donc venez samedi tous pour l'après-midi porte ouverte, gratuite, sans inscription, où tous les ateliers seront accessibles. Donc samedi 20 octobre de 14h à 18h. Merci Lisandre, je me tourne vers vous Paul-Félix. Quel est l'intérêt, on va voir les images, d'animer un atelier de robotique? L'intérêt, c'est la médiation numérique. On intervenait déjà il y a plusieurs années en tant que Criche Corse. Et donc là, on a été intégré à la collectivité de Corse en tant que service information jeunesse. Et donc, en plus de cette mission d'information, il y a la transmission, susciter l'envie, donner envie aux plus jeunes de s'orienter vers des filières numériques et également leur passer l'info sur quelles sont les filières disponibles en région et plus tard les métiers qu'ils pourront faire. On a vu beaucoup d'enfants dans votre atelier. Comment on arrive à faire passer ce message-là sur le numérique, sur la technologie? C'est difficile. Alors non, au contraire, puisqu'on a des robots et un logiciel qui est vraiment adapté pour l'apprentissage. Donc on a Scratch, qui permet en fait de très rapidement d'apprendre les bases de la programmation sans aucune connaissance en programmation. Voilà. On assemble des blocs et très rapidement les enfants arrivent soit à créer des jeux vidéo, des mini-jeux vidéo évidemment, et soit à faire avancer, reculer et utiliser tous les capteurs du robot. Merci beaucoup, ringraziavi a voi due di averci risposto. Noi ci ritroviamo da qui a poco, un'altra stella, era un piacere. Vi prego una buona emissione a tutti. Arrivederci. Merci beaucoup Mathéo. Oui, merci Mathéo, on va le retrouver bientôt, oh, notre oui, petit oui. Mathéo. Alors, chers amis, il nous reste très peu de temps. Voilà, Eric, Marie, vous avez quelques secondes pour nous dire quel est le meilleur moyen de lutter contre les fausses informations. Marie? Alors c'est apprendre à avoir les bons réflexes, oui. Qui écrit, quelle est son intention, aller vérifier les informations et puis faire attention à la manière dont on republie soi-même. Eric? Pareil, oui, toujours contrôler d'où vient l'information, pour contrôler soi-même, pour lutter vraiment contre les fake news comme on en voit de plus en plus sur les réseaux. D'accord. Bon, mais merci à vous trois, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver juste après. Oui? On recommande quand même le site internet France TV Éducation pour les plus jeunes, qui s'adresse aux plus jeunes avec toute une foule d'informations vérifiées. Voilà, allez, on se retrouve en troisième et dernière partie pour parler du premier. On va parler de plein de choses, vous allez voir. On va parler musique et littérature. À tout de suite. Génial.